La rumeur disait qu'à Lagos, deux jeunes hommes marchaient encore dans les rues, mais qu'ils n'étaient plus vraiment vivants. On les appelait les fantômes, deux silhouettes qui apparaissaient au coin des ruelles quand la ville s'endormait, deux ombres vêtues d'anciens habits féminins, leurs perruques flottant comme des cheveux d'âme perdus. Personne ne connaissait leur vrai nom. Personne n'osait même les murmurer. On racontait seulement qu'ils avaient touché à quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et qu'ils avaient essayé d'en sortir. La légende disait que lorsqu'un taxi se retrouvait seul à 3 heures du matin, il pouvait les voir traverser la route sans bruit, sans un regard, comme s'ils cherchaient encore l'endroit où leur vie s'était brisée. D'autres affirmaient que derrière eux marchait toujours la même silhouette, un homme en veste rouge, chapeau écarlate, canne sculptée. Un homme qu'on ne regarde jamais dans les yeux. Cette histoire commença pourtant bien avant qu'ils ne deviennent des ombres. Avant que Lagos ne prononce leur nom avec frayeur. Avant que le monde ne les transforme en avertissement. Il fut un temps où ces deux silhouettes n'étaient que des garçons de 24 ans, fatigués, perdus, mais vivants. Deux amis inséparables, Emmanuel, le plus impulsif, et David, le plus calme. Deux enfants d'un quartier où la poussière colle à la peau et où les rêves meurent jeunes. Mais Lagos est une ville qui ne pardonne jamais la faiblesse. Elle avale les âmes trop affamées, elle écrase ceux qui rêvent trop, trop vite. Emmanuel et David avaient grandi en regardant les lumières des riches briller au loin, persuadés qu'un jour, elles brilleraient aussi pour eux. Ils ignoraient que ces lumières n'étaient pas des promesses, mais des pièges. Ce qui est arrivé ensuite, personne ne veut le croire. Pourtant, la vérité circule encore la nuit comme un souffle glacé. On peut fuir la pauvreté, mais on ne fuit jamais un pacte. Et leur histoire commence bien avant les fantômes. Elle commence le jour où deux garçons ont simplement voulu vivre autrement. Dans les rues étroites de Lagos, là où la poussière remplace les repas et où les enfants deviennent adultes trop tôt, Emmanuel et David couraient pieds nus à travers les ruelles comme deux ombres pressées d'échapper à leur propre vie. Les klaxons, les cris des vendeuses, les disputes des voisins, tout formait un bruit permanent, un battement de cœur étouffé. À 10 ans, ils savaient déjà que le monde ne les attendrait pas. On les voyait passer, maigres, silencieux, le regard chargé d'une fatigue qu'aucun enfant ne devrait porter. Leur histoire commençait dans cette poussière, dans ce manque, dans cette peur de ne pas exister. Leur lien naquit un après-midi brûlant, quand Emmanuel, bousculé par des garçons plus âgés, tomba dans un égout sec. Les rires fusèrent, cruels, habituels. Mais David, lui, s'avança, serra les poings et dit « Laissez-le ». C'était la première fois qu'on le défendait. À partir de ce jour, ils devinrent inséparables. Ils partageaient tout, les restes de nourriture, les bouteilles d'eau, les moments de silence. Dans un quartier où personne n'a le temps d'aimer, ils trouvèrent l'un en l'autre un refuge fragile, mais réel. Deux enfants contre le monde entier, deux cœurs dans la même poussière. Pourtant, cette fraternité n'effaçait pas la misère. Chaque matin, lorsqu'ils sortaient de leur maison faite de tôle et de bois, ils croisaient des pères absents, des mères épuisées, des familles écrasées par la vie. Emmanuel entendait sa mère pleurer en comptant des pièces. David voyait sa mère s'agenouiller pour prier que la journée ne brise personne. À l'école, les humiliations continuaient, vêtements trop grands, chaussures trouées, carnets vides. Les autres enfants riaient de leurs chemises déchirées. Ils apprenaient alors deux vérités. Le monde n'est pas juste. Et personne ne viendra les sauver. Pour fuir ces journées trop lourdes, ils commencèrent à monter sur le toit d'un immeuble à moitié effondré, là où le vent était plus doux et où le bruit semblait disparaître. Ils s'y retrouvaient après l'école, assis côte à côte, les pieds pendant dans le vide. De là-haut, ils voyaient les immeubles du centre-ville briller au loin, comme un monde inaccessible. C'est là qu'ils prononcèrent leur première promesse. Un jour, on sortira d'ici. Un jour, ce sera nous qui roulerons dans ces voitures. Et malgré la pauvreté, ces moments leur donnaient un souffle d'espoir. Mais la vie ne laissait jamais longtemps les rêves respirer. Un soir, alors que le soleil tombait derrière les toits rouillés, Emmanuel et David entendirent des cris dans la rue. Une dispute entre voisins, violente, brutale, leur rappela que leur monde n'était fait que d'attentes déçues et de lendemains incertains. En descendant du toit, Emmanuel murmura. « On ne pourra pas rester ici toute notre vie. » David hocha la tête, le regard sombre. Ils étaient encore enfants, mais déjà blessés par la réalité.
La route vers l'adolescence allait être encore plus dure? À l'adolescence, Emmanuel et David découvrirent un autre type de douleur, la comparaison. Non plus celle des moqueries d'école, mais celle du monde réel, où les riches roulent en voitures allemandes pendant que les pauvres prient pour pouvoir manger. Chaque matin, en se rendant au marché, ils croisaient les silhouettes parfumées des jeunes chanceux, bien habillés, téléphones brillants, écouteurs aux oreilles. Eux, pieds poussiéreux, vêtements usés, les regardaient passer comme on regarde une vie interdite. À 15 ans seulement, ils comprirent l'injustice d'être nés du mauvais côté de la ville. Et cette vérité commença à les ronger. Un soir, alors que leur mère comptait de minuscules pièces pour acheter du riz, une phrase traversa la pièce comme un couteau. Elle dit simplement: « Personne ne viendra nous sauver. » Cette phrase resta accrochée dans la tête des garçons comme une prophétie sombre. Ce fut le moment où Emmanuel et David cessèrent d'être des enfants. Ils virent leur mère s'épuiser, les dettes s'accumuler, les factures s'empiler comme des murs impossibles à franchir. Cette prise de conscience devint un fardeau silencieux. Si personne ne venait, alors c'était à eux de trouver une issue, peu importe laquelle. Ils tentèrent d'abord les chemins honnêtes. Petit boulot, transporter des sacs 2 fois plus lourds qu'eux, vendre de l'eau glacée sous le soleil, nettoyer des ateliers. Tout cela pour presque rien. Leur premier projet? Vendre des recharges téléphoniques. Ils furent arnaqués. Leur deuxième idée? Réparer des baskets usées. Personne ne leur confia rien. Chaque tentative était un échec, chaque échec une blessure. Emmanuel, plus impulsif, frappait parfois un mur pour calmer sa rage. David, plus calme, serrait simplement les dents. Il commençait à comprendre que la pauvreté n'était pas seulement matérielle, c'était une prison mentale. Ils virent aussi les mauvais chemins se rapprocher. Des gars du quartier, à peine plus âgés qu'eux, avaient déjà rejoint des gangs. Ils revenaient avec des baskets neuves, des billets frais, des téléphones achetés en cash. Emmanuel et David sentaient cette influence glisser dans leur esprit comme un venin attirant. Puis, un jour d'humiliation totale, après un refus de job où un employeur les avait traités comme des moins que rien, Emmanuel explosa. Il frappa un mur jusqu'à avoir les phalanges en sang. Pourquoi les autres réussissent? Pourquoi pas nous? Sa voix tremblait de rage et de désespoir. David ne répondit pas immédiatement. Il fixa l'horizon, là où les lumières du centre-ville scintillaient comme des promesses impossibles. Finalement, il dit d'une voix grave: « Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la bonne porte. » Ces mots étaient sincères, mais aussi dangereux. Il ne savait pas encore que la porte qu'il cherchait allait bientôt s'ouvrir d'elle-même. Une porte sombre. Une porte qui ne se referme jamais. Dans les jours qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler dans leur quartier. Des histoires de jeunes devenus riches, en une nuit. Et sans le savoir, Emmanuel et David venaient d'être remarqués. À 16 ans, Emmanuel et David découvrirent un nouveau miroir qui déformait leur vie, Instagram. Chaque nuit, sur un téléphone fissuré, ils regardaient les influenceurs du Nigeria exhiber leur voyage à Dubaï, leurs bouteilles de champagne, leurs montres en or. C'était un monde trop beau pour être vrai, mais assez brillant pour brûler leurs yeux de désir. Les 2 garçons scrollaient jusqu'à ne plus sentir leurs doigts, avalant des vies qui n'étaient pas les leurs. Ils n'avaient rien, mais chaque image leur donnait l'impression d'être nés du mauvais côté de l'existence. Et la jalousie devint un poison. Un soir, David montra à Emmanuel le compte d'un jeune homme qu'il connaissait vaguement. Quelques années auparavant, il vendait encore du pain au carrefour. Maintenant, ses photos le montraient devant une Mercedes neuve, lunettes de soleil, billets empilés sur un lit. « Regarde ces anciennes photos », murmura David. Il était comme nous. Cette révélation les terrassa. Le passé n'était plus une excuse. S'il avait réussi, pourquoi pas eux? Cette nuit-là, un silence lourd remplaça les rires habituels. Ils n'avaient jamais autant ressenti la brûlure de l'envie. C'était le début d'une obsession. Rapidement, leur vie devint un cycle toxique: travail, fatigue, Instagram, frustration. Ils comparaient leurs vieux vêtements aux outfits des riches, leurs repas misérables aux brunchs colorés postés par des inconnus. Chaque success story était une claque. Emmanuel devenait irritable, nerveux, incapable de dormir.
David, plus discret, se repliait sur lui-même, persuadé qu'ils étaient enfermés dans une vie sans issue. Ils essayèrent encore de lancer des idées, achat-revente de téléphones, arnaqués, commerce de chaussures importées, confisquées, musique, personne n'y croyait. Chaque tentative échouée creusait un peu plus leur anxiété. Le monde semblait scellé, fermé à clé. Puis vinrent les premiers signes du destin. Dans leur quartier, les rumeurs se multipliaient. Des jeunes devenaient riches en une nuit, roulaient en Lexus, portaient des montres scintillantes, disparaissaient parfois sans explication. Certains murmuraient. Il a fait quelque chose. Mais personne ne disait quoi. Cette ambiance étrange renforça leur frustration. Un soir, après une journée épuisante de petits boulots, Emmanuel éclata. « Frère, si on continue comme ça, on va mourir pauvre. » David serra les dents. Il doit exister une porte. On ne l'a pas encore trouvée. Les mots flottaient, dangereux, électriques. Et c'est précisément à ce moment-là que l'ombre entra dans leur vie. Un homme, inconnu, aux yeux trop attentifs, commença à apparaître régulièrement dans leur quartier, vêtements rouges, démarches lentes, regards perçants. Certains l'appelaient le recruteur, d'autres parlaient de lui à voix basse comme d'un mauvais présage. Il observait Emmanuel et David de loin, sans jamais les approcher. Ils ne comprenaient pas encore que leurs rêves trop vifs, leurs envies trop fortes, leurs échecs trop lourds, avaient attiré quelque chose. Une force qui voulait les tester. Et les prendre. Les soirs suivants, un nouveau murmure parcourut la gosse comme un vent malsain. Les gens parlaient bas, comme s'ils craignaient d'être entendus par quelque chose qui vivait dans les ombres. Emmanuel et David tendaient l'oreille sans vraiment le vouloir. On parlait de ritualistes, de jeunes devenus riches trop vite, trop brutalement, comme si l'argent tombait du ciel. On racontait des pactes mystérieux, des transformations, des fortunes liées à des actes que personne n'osait décrire. Chaque rumeur semblait frapper directement leur cœur. Plus ils écoutaient, plus leurs rêves se déformaient. Le danger prenait forme. Un soir, dans un bar mal éclairé où le ventilateur grinçait comme un vieux secret, un homme ivre les fixa longuement. Son regard était flou mais chargé d'un étrange sérieux. Il s'approcha, haletant, et murmura. « Vous avez le profil. » Emmanuel se figea. David fronça les sourcils. « Quel profil ?» demanda-t-il. L'homme sourit, un sourire déformé par l'alcool et la peur. Celui que les ritualistes recherchent, ceux qui transforment les pauvres en rois. Puis il s'éloigna, comme terrifié d'avoir parlé. Cette phrase s'imprima en eux comme une brûlure. À partir de cette nuit, quelque chose changea. Ce n'était plus seulement la pauvreté qui les écrasait, mais une idée nouvelle, dangereuse, impossible à déloger. Et si ces rumeurs étaient vraies? Et si ces pactes existaient réellement? David tenta de rire, mais son rire sonna comme un verre brisé. Emmanuel, lui, n'arrivait plus à chasser le mot rituel de son esprit. C'était une solution, peut-être. Une folie, sûrement. Mais leur misère leur volait l'oxygène. Quand on étouffe, même l'impensable commence à avoir le goût de l'espoir. Le poison était entré. Les jours suivants, ils commencèrent à remarquer des détails qu'ils n'avaient jamais vus. Un jeune du quartier, autrefois misérable, s'était acheté un appartement. Un autre, sans diplôme, roulait dans une Lexus flambant neuve. Un troisième, disparu pendant des semaines, était revenu avec des vêtements trop chers pour être honnête. Tous avaient la même phrase au bord des lèvres. On ne peut pas tout expliquer. Mais personne n'osait parler de rituel. Pas ouvertement. Alors Emmanuel et David observaient, cherchaient, interrogeaient discrètement. Ils étaient en train d'ouvrir une porte invisible. Une porte que personne n'a jamais le droit d'ouvrir complètement. Et c'est là que l'homme au chapeau rouge apparut pour la première fois. Pas un hasard. Pas une coïncidence. Un soir, sous un lampadaire tremblant, il les regardait déjà, immobiles, comme s'il les attendait. Veste rouge. Chapeau rouge. Canne sculptée. Son sourire semblait connaître leurs rêves les plus secrets. Emmanuel sentit un frisson lui traverser l'échine. David cessa de respirer. L'homme leva légèrement la tête, comme pour dire « Je vous ai trouvé ». Sans un mot, il disparut dans une ruelle.
Mais c'était trop tard. Le piège venait de s'ouvrir. La nuit où Jonathan apparut, la gosse semblait retenir son souffle. Emmanuel et David marchaient sans but, discutant de leurs rêves comme pour s'accrocher à quelque chose de vivant, quand soudain les bruits de la rue s'éteignirent autour d'eux. Plus de motos. Plus de cris. Plus de musique. Juste eux, et un lampadaire qui clignotait faiblement. Sous cette lumière tremblante, une silhouette se matérialisa lentement, comme sortie d'un rêve trop réel. Un homme. Un manteau rouge. Un chapeau rouge. Une canne sculptée qu'il tenait sans la toucher réellement. Il se tenait là, immobile, comme s'il les attendait depuis toujours. Jonathan leva la tête, révélant un visage calme, trop calme, presque lisse. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, ni humain ni inhumain, mais quelque chose entre les deux. « Emmanuel. David. » murmura-t-il. Les deux garçons se figèrent. Comment connaissaient-ils leur nom? Jonathan sourit doucement, comme un médecin qui comprend la douleur de son patient. Vous cherchez un chemin que les autres n'osent pas prendre. Vous voulez une vie qui ne vous humilie plus. Sa voix glissait dans leurs oreilles comme une caresse froide. Puis il prononça la phrase qui fit chavirer leur monde. Je peux changer votre vie. Le cœur d'Emmanuel se mit à battre si fort qu'il crut qu'il allait s'effondrer. David sentit sa gorge se dessécher. Ce n'était pas seulement un inconnu. C'était une présence. Une force. Chaque mot de Jonathan semblait pénétrer leur esprit, réveillant leur frustration, leur pauvreté, leurs rêves brisés. Ils ne savaient pas s'il fallait fuir ou écouter. Mais leurs pieds refusèrent de bouger. Jonathan parlait directement à leur peur, à leur manque, à cette faim intérieure qui les rongeait depuis l'enfance. Ils avaient l'impression qu'ils connaissaient leur histoire entière, leurs secrets, leurs pensées. Et cela les terrifiait autant que cela les fascinait. Jonathan fit un pas vers eux, et l'air devint plus lourd, comme s'il portait une ancienne vérité. Vous ne voulez plus être invisible. Vous voulez que la gosse vous voie. Vous voulez respirer sans honte. Il leva doucement sa canne. Suivez-moi. Une seule nuit peut tout changer. Ils échangèrent un regard. Tout leur corps criait d'être prudents, mais leurs rêves hurlaient l'inverse. Ils pensaient à leur mère épuisée, à leurs vêtements usés, à cette vie qui semblait condamnée. Alors, presque malgré eux, ils firent un pas. Puis un autre. Et suivirent Jonathan. L'homme en rouge avançait lentement, glissant dans l'obscurité comme s'il connaissait chaque fissure de la ville. Emmanuel et David le suivaient, hypnotisés, incapables de comprendre qu'ils franchissaient la frontière entre leur ancienne vie et quelque chose d'invisible. Ils entrèrent dans une ruelle où l'air semblait vibrer. Jonathan s'arrêta devant une vieille maison abandonnée. Une bougie rouge brûlait à une fenêtre. Sans se retourner, il murmura. À partir d'ici, il n'y a plus de retour. Puis la porte s'ouvrit toute seule. Comme si la maison les attendait. La nuit venait de basculer. La maison semblait abandonnée depuis des années, mais dès qu'ils franchirent le seuil, Emmanuel et David sentirent une chaleur étrange glisser contre leur peau. Les murs étaient fissurés, l'air sentait la poussière et l'encens brûlé. Pourtant, malgré son apparence délabrée, la pièce dégageait une présence, comme si elle respirait lentement. Au centre du salon, une dizaine de bougies rouges formaient un cercle de lumière vacillante. Chacune d'elles semblait bouger au rythme du souffle d'un être invisible. Emmanuel sentit la peur lui traverser la poitrine. David serra les poings. Il savait qu'ils ne devaient pas rester. Mais ils restèrent. Jonathan s'installa dans un fauteuil sombre, comme un roi dans son trône. « Approchez » murmura-t-il. Il fit un signe discret de la main. Deux silhouettes sortirent d'une pièce obscure et déposèrent une boîte scellée au centre du cercle tracé au sol. Le symbole semblait vivant, comme dessiné avec une poudre qui formait de minuscules vibrations. Jonathan ouvrit la boîte. À l'intérieur, 2 billets neufs, parfaitement pliés, éclatant sous la lueur rouge des bougies. « Voici votre première bénédiction, » dit-il. Emmanuel et David échangèrent un regard confus. « Des billets ? Juste ça ?» Jonathan sourit. Il n'avait rien compris. Alors qu'il s'approchait du cercle, l'air devint lourd, presque épais.
Leurs mains tremblaient quand ils saisirent les billets. Dès que le papier toucha leur peau, un frisson glacé remonta leur colonne. Une sensation étrange, comme si quelque chose entrait en eux, silencieusement. David recula d'un pas. Ce n'est pas normal. Emmanuel tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Jonathan, lui, observait avec un calme dérangeant. À partir de maintenant, votre vie sera liée à ce que vous acceptez, et à ce que vous offrez, murmura-t-il. Une phrase simple, mais lourde. Trop lourde. Le piège se refermait. Jonathan frappa doucement le sol avec sa canne. Le son résonna comme un cœur qui bat. Écoutez attentivement, dit-il. Il éteignit une bougie du bout des doigts. La richesse ne vient jamais gratuitement. Une deuxième flamme s'éteignit. Plus vous donnerez votre corps, plus l'argent viendra. La troisième flamme trembla. Emmanuel sentit ses jambes faiblir. David secoua la tête. Nous ne sommes pas. Jonathan l'interrompit. Ceci n'est pas une question d'identité. C'est une question d'échange. Les forces qui guident ce monde ne prennent jamais de sang. Elles prennent le corps. La dernière bougie trembla. La pièce plongea dans une obscurité presque totale. Seule la silhouette rouge de Jonathan restait visible, comme dessinée par l'ombre elle-même. Si vous acceptez, murmura-t-il, vous serez riche dans une semaine. Silence. Si vous refusez, vous retournerez à la poussière. Les deux garçons se regardèrent. Peur. Honte. Tentation. Ils n'avaient rien. Ils voulaient tout. Leurs mains tremblaient encore, serrant les billets qui brûlaient presque contre leur peau. Puis, presque sans s'en rendre compte, ils hochèrent la tête. Jonathan sourit. Le pacte commençait vraiment. La nuit était lourde, presque collante, lorsqu'Emmanuel et David marchèrent jusqu'au bar populaire de Victoria Island. L'humidité trempait leurs vêtements, leurs mains, même leurs pensées. Chaque pas sonnait comme un jugement. Ils espéraient encore que Jonathan les rappellerait pour annuler l'épreuve, qu'il dirait que tout cela n'était qu'un test. Mais personne ne les rappela. Ils étaient seuls, piégés entre la faim et la peur. Devant le bar, les néons violets tremblaient comme des avertissements. Un homme les observa. Un regard insistant, puis un sourire. Emmanuel sentit son estomac se nouer. David détourna le regard. Le moment était arrivé. L'homme s'approcha, lentement, trop lentement. Il parlait avec douceur, mais ses yeux trahissaient une intention plus sombre. Emmanuel ne comprenait plus ce qu'il faisait là. David sentait ses jambes trembler. « Vous êtes libre ce soir ?» demanda l'homme. Cette simple phrase les brisa. Ils ne voulaient pas répondre. Ils ne voulaient pas accepter. Mais la voix de Jonathan résonnait dans leur tête. « Plus vous donnerez votre corps, plus l'argent viendra. » Alors, comme deux ombres guidées par quelque chose qu'elles ne contrôlaient plus, ils suivirent cet homme vers une ruelle humide derrière le bar. Le piège se refermait, silencieux. Dans la pièce étroite où ils furent conduits, l'air n'avait pas d'odeur, pas de chaleur, pas de vie. Emmanuel sentit son souffle se transformer en coups de marteau dans sa poitrine. David, lui, gardait les yeux au sol, incapable de soutenir la réalité. Rien n'avait de sens. Rien n'était normal. Leurs gestes n'étaient que mécaniques, forcés, poussés par une survie déformée. Il n'y avait ni désir, ni curiosité, juste la douleur silencieuse de deux garçons qui abandonnaient une part d'eux-mêmes pour une promesse invisible. Quand ce fut fini, Emmanuel tremblait. David avait les yeux rouges. Il venait de franchir la ligne. Ils sortirent précipitamment, presque en courant. L'air de la nuit leur frappa le visage comme un seau d'eau glacée. Emmanuel essuya ses joues sans comprendre qu'il pleurait. David n'arrivait pas à respirer. Ils ne parlèrent pas. Ils ne se regardèrent pas. Ils marchèrent simplement, comme deux fantômes perdus dans la ville. Puis, soudain, leurs téléphones vibrèrent en même temps. Un message. De Jonathan. Ou de quelque chose d'autre. C'est fait. Ils ouvrirent leurs applications bancaires. Le sol sembla disparaître sous leurs pieds. Un montant impensable venait d'apparaître. Pas humain. Pas logique.
Pas normal. Emmanuel leva les yeux vers David. David leva les yeux vers Emmanuel. Ils avaient honte. Ils avaient mal. Mais l'argent était là. Réel. Présent. Lourd. Et quelque chose en eux, quelque chose de très sombre, chuchota. Si on recommence, ça augmentera encore. Ils ne voulurent pas l'entendre, mais la pensée s'accrocha à leur esprit comme une ombre. Ils marchèrent vers leur quartier, silencieux, écrasés par un poids invisible. Ce soir-là, leur âme s'était fissurée. Mais le pacte, lui, venait seulement de commencer. De retour chez eux, Emmanuel et David s'enfermèrent dans leur petite chambre sombre. La ville continuait de vivre dehors, mais pour eux, tout semblait figé. L'air était lourd, presque irrespirable. Emmanuel fixa longtemps son reflet dans le miroir fissuré accroché au mur. Sa propre image lui faisait peur. Ses yeux avaient changé, son expression aussi. David, assis sur le sol, serrait ses bras contre lui comme pour empêcher son corps de se disloquer. Ni l'un ni l'autre ne trouvaient les mots. Ils venaient de faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Et maintenant, ils ne savaient plus comment revenir à ce qu'ils étaient. Emmanuel toucha son visage du bout des doigts, comme pour vérifier qu'il n'était pas devenu quelqu'un d'autre. « Je me sens sale », murmura-t-il. David détourna le regard. Lui aussi ressentait cette sensation étrange et douloureuse, comme si le rituel avait gravé une marque invisible sur leur peau. La honte pesait sur eux comme une pierre. Ils se demandaient si quelqu'un allait les reconnaître, si leur famille verrait la différence, si Dieu lui-même détournerait le regard. Et pourtant, au milieu de cette tempête, une autre sensation commença à émerger. Une tentation. Une pensée qu'ils tentèrent d'étouffer, mais qui revint aussitôt. David ouvrit lentement son application bancaire. Les chiffres brillaient comme une provocation. Il sentit son cœur se serrer. C'était réel. Chuchota-t-il. Emmanuel s'approcha, incapable de détourner les yeux. Ils n'avaient jamais vu autant d'argent, même dans leurs rêves les plus fous. Alors une bataille intérieure commença. D'un côté, la honte, la douleur, le traumatisme. De l'autre, la faim, les dettes, la vie misérable qui les attendait s'ils revenaient à la réalité. Ils se demandaient s'ils pouvaient vivre avec ce qu'ils avaient fait. Mais pouvaient-ils vivre sans ce que le rituel leur promettait? Le silence devint insoutenable. Emmanuel ferma les yeux, respirant profondément comme pour avaler sa propre culpabilité. Puis il murmura, presque malgré lui. « Frère, si on recommence, on aura encore plus. » David resta figé. Cette phrase, il l'avait pensée lui aussi, mais n'avait pas osé la dire. La tentation les prit par la gorge. Ils savaient ce que recommencer signifiait, perdre encore une partie de leur âme. Mais ils savaient aussi ce que l'argent signifiait pour leur mère, pour leur avenir, pour leur dignité brisée. Alors David répondit d'une voix faible. « Oui, c'est vrai. » Ils restèrent longtemps assis, plongés dans un silence qui ressemblait à une prière brisée. Puis, presque en même temps, leurs regards se tournèrent vers leur téléphone. Comme si quelque chose les appelait. Comme si la ville elle-même attendait leur prochaine décision. Ils n'avaient plus faim. Ils n'avaient plus froid. Ils n'étaient plus invisibles. Mais ils n'étaient plus totalement eux-mêmes. Cette nuit-là, Emmanuel rangea le miroir sous le lit. David éteignit la lumière. Ils essayèrent de dormir. Mais au fond de leurs esprits, une seule idée brûlait encore. Recommencer. Quelques jours après leur premier acte, Emmanuel et David comprirent une vérité brutale, l'argent ne tombe pas, il s'arrache. Et le rituel exigeait plus, toujours plus. Mais les hommes ne venaient pas facilement. Pas comme ça. Alors une nuit, devant un marché encore allumé, Emmanuel lança l'idée qui changea tout. Et si on se transformait? David pâlit. L'idée était monstrueuse, impensable. Mais leur misère l'avait rendue logique, presque nécessaire. Ils marchèrent jusqu'aux étals, perruques bon marché, maquillage de contrefaçon, robes scintillantes. Les vendeuses les observaient en silence. Le piège changeait de forme. Sous une lumière jaune tremblante, Emmanuel essaya une perruque noire. Le miroir du marché était fendu, déformant son reflet. Mais même déformé,
ce qu'il vit lui donna la nausée. « Ce n'est pas nous, dit-il d'une voix brisée. David posa une main sur son épaule. « C'est nous, si on veut vivre. » Ces mots le transpercèrent plus profondément que le rituel lui-même. Ils achetèrent les robes, la poudre, les foulards, les faux parfums. Chaque objet semblait plus lourd qu'une pierre. Ils rentrèrent chez eux avec un sac rempli d'artifices. Et un sac rempli de honte. Dans leur petite chambre, ils posèrent tout sur le lit. Les perruques, les chaussures, les robes. Des choses qu'ils n'avaient jamais imaginé toucher un jour. Le silence était lourd. Puis Emmanuel s'habilla le premier. La robe était trop serrée, le maquillage tremblait sur sa peau, sa voix ne ressemblait plus à la sienne. David suivit, maladroit, ses mains tremblaient tellement qu'il manqua de casser le rouge à lèvres. Quand ils se placèrent devant le miroir, ils restèrent figés. Ce n'étaient ni des hommes, ni des femmes. C'était autre chose. Une version façonnée par la survie. Une illusion vivante. Leur première sortie déguisée fut une marche vers l'enfer. Les talons claquaient sans rythme, les robes glissaient mal, le maquillage coulait presque sous la chaleur. Mais dans la pénombre de Lagos, à distance, la silhouette tenait. Les hommes les regardaient. Certains s'arrêtaient. D'autres chuchotaient. Ils n'avaient jamais été autant observés. Un homme s'approcha, lentement, un sourire au coin des lèvres. David sentit sa gorge se serrer. Mais il força un geste, un faux sourire, un faux pas de séduction. L'homme tomba dans le piège comme un poisson mordant un hameçon. Et la nuit s'ouvrit sur un nouveau monde. Lorsqu'ils revinrent, leurs perruques étaient de travers, leurs voix brisées, leurs jambes tremblantes. Mais l'argent était là. Le message du cercle arriva quelques minutes après. « Bien joué !» Ces deux mots leur glacèrent le sang. Quelqu'un les regardait. Quelqu'un savait. Toujours. Emmanuel posa la perruque sur la table comme un masque qu'on retire après une scène de théâtre tragique. « Frère, on va devenir fou. » David répondit d'une voix cassée. « Non. On va devenir riche. » Cette nuit-là, le business nocturne venait de naître. La survie avait un nouveau visage. Très vite, Emmanuel et David réalisèrent que pour survivre, ils ne pouvaient plus improviser. Ils devaient se perfectionner. Leur rôle devenu une seconde peau, un masque collé à leur visage. Le maquillage était mieux appliqué, les perruques mieux fixées, les robes mieux ajustées. La journée, ils redevenaient de simples garçons du quartier, souriants, discrets, presque ordinaires. Mais dès que la nuit tombait, leur corps se tordait dans une autre identité. Ils entraient dans les rues de Lagos comme deux ombres maquillées, bercées par la musique des motos et les murmures des clients. La transformation était totale. Et toxique. Les hommes commencèrent à revenir, encore et encore. Certains reconnaissaient la fille silencieuse, d'autres celle qui marche vite. Emmanuel et David devinrent des silhouettes recherchées. Ils avaient désormais des clients réguliers, des hommes qui envoyaient des messages codés, des propositions rapides, des lieux précis. Ils ne s'en réjouissaient pas. Ils s'en servaient. Parce que chaque rencontre était un fragment de richesse, un souffle de survie. Le rituel répondait immédiatement, comme une bête affamée. L'argent vibrait dans leur compte quelques minutes après chaque acte. Ils ne comprenaient pas comment. Ils n'osaient même plus demander. Mais avec les clients vinrent aussi les cauchemars. Les insultes. La violence. Les mains trop brusques, les voix qui dérapaient, les regards qui devinaient presque la supercherie. Une nuit, un homme ivre agrippa Emmanuel par le bras. « Tu m'as pris pour idiot ?» Il voulut arracher la perruque. David intervint, tirant Emmanuel par le poignet. Ils coururent en talons, perruque à moitié arrachée, essoufflés comme deux animaux traqués. Ce soir-là, ils faillirent mourir. Mais le rituel n'était pas intéressé par leur sécurité. Il voulait seulement qu'ils continuent. Toujours. Encore. Jusqu'à épuisement. Ils développèrent alors une véritable stratégie de survie. Choisir des hôtels discrets. Repérer les ruelles moins risquées. Éviter les hommes agressifs. Échapper à la police. Ils perfectionnèrent leur voix, leur démarche, leur manière de sourire.
Ils apprirent à disparaître dans un coin, à séduire en un regard, à éviter les dangers en une seconde. Et malgré la peur et le dégoût, ils continuaient. Parce qu'après chaque nuit, le rituel les récompensait. Parce que l'argent tombait comme une pluie sombre. Parce que la misère reculait un peu chaque jour. Et parce qu'ils étaient devenus efficaces. C'est à ce moment-là que le cercle commença à les regarder différemment. Ils n'étaient plus des novices. Plus des garçons fragiles perdus dans leur perruque. Ils étaient devenus indispensables. Leur rendement, leur discrétion, leur capacité à survivre à la nuit les transformaient en pièces majeures du jeu. Des messages du cercle arrivaient plus souvent. Plus pressants. Plus précis. Plus exigeants. Emmanuel et David étaient désormais liés à quelque chose qui les dépassait. Ils avaient créé une double vie. Mais le cercle venait de décider de la prochaine étape. Et cette étape serait bien plus sombre. Un soir, alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer, un message anonyme arriva sur leur téléphone. Pas un simple SMS. Un lien. Un accès. Un code. Rejoignez le groupe. Leur cœur se serra. Ils cliquèrent. Une conversation apparut, remplie de numéros inconnus, d'icônes étranges, de phrases codées. Et au sommet du groupe, un nom qu'on murmurait dans la gosse. Le patron Samuel. On disait qu'il ne sortait jamais sans escorte. Qu'il gérait des réseaux dont personne ne connaissait vraiment l'étendue. Et ce soir-là, il venait de les recruter. Leur vie franchissait un nouveau seuil. Quelques minutes plus tard, un coursier mystérieux frappa à leur porte. Sans un mot, il leur remit 2 téléphones cryptés, lourds, noirs, impossibles à tracer. Instruction à l'intérieur, dit-il en s'en allant. Le téléphone vibra. Un message de Samuel lui-même. Vous changez de catégorie. Préparez-vous. Puis une liste d'adresses apparut. Hôtel luxueux. Suite privée. Résidence où les rideaux restaient toujours fermés. Il n'avait jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. L'ascension avait commencé. Et même s'ils tremblaient, une part d'eux ressentait l'excitation qu'ils avaient toujours cherchée. Ils entrèrent pour la première fois dans un hôtel 5 étoiles comme 2 acteurs qui n'avaient jamais répété leur rôle. L'air parfumé, les sols brillants, les uniformes impeccables, tout leur donnait l'impression d'être des intrus. Mais leurs clients, eux, étaient différents. Hommes d'affaires, hauts fonctionnaires, personnalités publiques. Des hommes trop propres, trop calmes, trop riches. Emmanuel ressentit un vertige. David, une angoisse profonde. Le contraste entre leurs robes du soir, leurs perruques, leurs sourires forcés, et cet univers luxueux les brisait intérieurement. Mais l'argent qui suivait, dépassait tout ce qu'ils avaient connu. Ils se sentaient piégés. Et envoûtés. Très vite, Samuel structura leur activité comme une entreprise invisible. Les rendez-vous étaient planifiés à la minute. Les clients classés par numéro. Les trajets sécurisés. L'argent transféré immédiatement. Tout était parfaitement huilé. Ils recevaient même des instructions sur leur apparence. Tenues précises, parfums imposés, rôles définis. Ils devenaient des outils, mais des outils précieux. Leur revenu explosa. Ils payaient les factures de leur famille sans qu'on leur pose de questions. Ils achetèrent de nouveaux vêtements de jour, une apparence respectable. Le contraste entre leurs 2 vies devint plus violent. Mais trop tard, ils étaient engagés. Emmanuel et David sentaient que quelque chose d'invisible les liait désormais au cercle. Ce n'était plus seulement un pacte. C'était une structure. Une organisation. Un monde dans lequel ils occupaient une place stratégique. Samuel leur envoya un message la veille d'un nouveau rendez-vous. Préparez-vous. Le rituel change de niveau. Ces mots les glacèrent. Ils se regardèrent sans parler, conscients qu'ils ne contrôlaient plus rien. La richesse venait avec une vitesse inquiétante. Le luxe les entourait. Mais leur âme, elle, glissait vers quelque chose de plus sombre. Et Samuel n'avait pas fini avec eux. Avec l'argent qui tombait désormais comme de la pluie nocturne, Emmanuel et David prirent la décision qu'ils rêvaient depuis l'enfance. Quitter la misère pour de bon. Ils signèrent la location d'un appartement dans un quartier riche de Lagos. Portail automatique.
Gardes armés. Ascenseurs silencieux. Vue sur la ville comme s'ils avaient enfin dompté la lumière. Leur mère n'en revenait pas. Leurs anciens voisins chuchotaient. Et eux? Ils souriaient comme deux miraculés. Pour la première fois, ils dormaient dans un lit sans fissure au plafond. Pour la première fois, ils respiraient. Le lendemain, ils firent ce que tous les jeunes rêvant de réussite font. Ils allèrent acheter des vêtements. Chemises taillées. Montres brillantes. Parfums chers. Ils ressemblaient enfin aux influenceurs qu'ils avaient admirés toute leur adolescence. Dans les boutiques, les vendeurs les appelaient « boss ». Dans la rue, les regards les suivaient. Dans le quartier, les gens inventaient déjà des histoires sur leur succès. Et Emmanuel et David se laissaient glisser dans cette version d'eux-mêmes. Même s'ils savaient que chaque tissu, chaque chaussure, chaque accessoire, avait un coût spirituel. Un soir, en rentrant d'un dîner mondain, ils trouvèrent un colis devant leur porte. Pas d'expéditeur. Pas de signature. Juste un carton noir. À l'intérieur. 2 costumes sur mesure. Aux couleurs du cercle. Et un simple post-it. Pour demain. Ils comprirent. Le cercle suivait chacun de leurs pas. Observait leurs dépenses. Connaissait leurs horaires. Ils n'avaient pas choisi leur ascension, on la leur avait donnée. Et ce qu'on donne, on peut le reprendre. Cet avertissement silencieux s'infiltra dans leur nuit comme un poison. Le luxe avait un parfum de menace. Pourtant, la gloire grandissait. Ils arrivaient aux soirées privées en Toyota Camry noire scintillante. Ils entraient dans des lounges où seuls les « initiés » étaient admis. Les filles du quartier leur envoyaient des messages. Les garçons les admiraient. Les photos sur Instagram explosaient en likes. Ils étaient devenus des modèles. Des exemples. De success stories. Mais à chaque sourire posé devant un objectif, ils sentaient la vérité cachée s'écroître. Le cercle ne les félicitait jamais. Ne les remerciait jamais. Ne les relâchait jamais. Et plus ils montaient, plus la corde invisible autour de leur gorge se resserrait. Une nuit, ils rentrèrent plus tôt que prévu. Ils posèrent leurs clés. Allumèrent les lumières. Et sursautèrent. Dans leur salon, assis sur leur canapé beige comme s'ils vivaient là. Samuel les attendait. Sans garde. Sans bruit. Sans sourire. Il tenait un verre de vin et fixait la ville par la fenêtre. Puis, sans se retourner, il prononça une phrase qui gela l'air. Le rituel change de niveau. Constat. Sentence. Avertissement. Les 2 garçons sentirent leurs jambes trembler. Ils avaient atteint la gloire. Mais désormais, la descente avait commencé. Tout commença doucement. Une remarque ici, un compliment là. Puis les messages devinrent clairs, les clients demandaient David. Toujours David. Son visage plus doux, sa silhouette plus fine, sa façon de jouer le personnage. Chaque jour, les téléphones cryptés vibraient. Envoyez le plus jeune. Je veux celui au foulard noir. Pas Emmanuel cette fois. Au début, Emmanuel riait. Mais doucement, un goût amer s'insinua dans sa gorge. Le rituel créait un favori. Et l'autre devenait un poids. Emmanuel commença à se sentir transparent, effacé, inutile. Un fantôme dans sa propre ascension. Dans l'appartement, l'ambiance changea. Les silences étaient lourds. Les regards, fuyants. Quand David recevait un nouveau client, Emmanuel souriait par obligation, mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Il se demandait. Pourquoi lui? Pourquoi plus moi? La jalousie n'était pas une explosion. C'était une pluie lente, invisible, qui ronge sans bruit. David le sentait, même s'il ne disait rien. Il se maquillait en cachette. Il changeait ses parfums sans consulter Emmanuel. Ils vivaient ensemble. Mais ils n'étaient plus ensemble. Le rituel avait ouvert une brèche. Une brèche que rien ne refermerait. La rupture invisible devint réelle un soir où Emmanuel, en quête d'un chargeur, trouva le téléphone crypté de David déverrouillé. Une pulsation glacée lui traversa la colonne. Il aurait dû détourner les yeux.
Il ne le fit pas. Un message récent, venant de Samuel lui-même, apparut. Le plus jeune rapporte plus. Prépare-le. Le cercle veut l'utiliser pour l'étape supérieure. Un second message encore plus dévastateur. Emmanuel n'est plus essentiel. Ses mains devinrent froides. Sa poitrine se serra. Il réalisa, d'un coup, brutalement, qu'il n'était plus un frère pour David. Il était remplaçable. Quand David entra dans la pièce, Emmanuel tenait encore le téléphone. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il le regarda simplement, comme on regarde un étranger qui porte le visage d'un proche. David comprit immédiatement. Il voulut expliquer. Mais aucun mot ne sortit. Parce qu'il savait que c'était vrai. Parce qu'il savait qu'il avait aimé être choisi. Parce qu'il avait senti, lui aussi, cette supériorité accordée par le cercle. Ils restèrent face à face, dans un silence qui brisait plus que n'importe quelle dispute. Le lien qui les avait tenus debout depuis l'enfance venait de se déchirer, sans un seul cri. Le lendemain, à 3h12 du matin, leurs deux téléphones vibrèrent simultanément. Un message unique, sans signature. Sans émoji. Sans explication. Juste une phrase. Venez ce soir. Rituel final. Les deux sont requis. Le sang d'Emmanuel se figea. La gorge de David se serra. Il savait ce que cela signifiait. Le cercle n'aimait pas les failles. Il n'aimait pas les émotions. Encore moins la rivalité. Et quand Samuel convoquait les deux, ce n'était jamais pour un cadeau. Ils se regardèrent une dernière fois. Pas comme des frères. Mais comme deux condamnés. La suite d'hôtel semblait flotter dans une brume invisible. Emmanuel et David restèrent figés en voyant l'homme assis au centre de la pièce. Un politicien connu, menotté à une chaise, la bouche bâillonnée par un tissu noir, le regard rempli d'une panique animale. Samuel, debout derrière lui, caressait lentement le dossier de la chaise comme on veille une offrande. « Approchez », dit-il calmement. Les garçons hésitèrent, le cœur battant trop vite. Les murs semblaient respirer, les ombres palpitaient. Ce n'était plus du business. Ce n'était plus du rituel ordinaire. C'était quelque chose d'ultime. Quelque chose d'irréversible. Samuel claqua des doigts. Deux hommes en noir entrèrent, porteurs d'un plateau recouvert d'un tissu rouge. Lorsqu'il fut retiré, Emmanuel sentit sa gorge se bloquer. Des chaînes rituelles, une poudre sombre, un masque sculpté aux yeux creux. Et un petit carnet noir posé au centre comme un cœur mort. Samuel l'ouvrit à la page marquée par un ruban écarlate. Les noms Emmanuel et David y étaient inscrits. Le cercle a décidé, murmura-t-il. Ce soir, l'un de vous doit accomplir l'acte final, ou disparaître. David recula d'un pas. Emmanuel sentit ses mains trembler. Le piège venait enfin de se refermer. Non, souffla David. Le mot était faible, mais il brisa le silence comme un coup de tonnerre. Emmanuel secoua la tête, les yeux humides. On ne peut pas faire ça. Samuel les observa avec une absence totale d'émotion. Vous pouvez. Vous devez. Vous êtes ici parce que vous avez accepté le pacte. Le politicien menotté tenta de se débattre, ses chaînes tintant comme des avertissements. David répéta, plus fort. Non. Terminé. La respiration d'Emmanuel se fit courte. C'était un refus. Un refus contre le cercle, contre Samuel, contre le pacte lui-même. Un refus qui équivalait à une condamnation. Samuel referma lentement le carnet noir. Le claquement sec résonna comme une sentence. Très bien, dit-il sans émotion. Puisque vous refusez, vous ne servez plus à rien. Son sourire disparut, remplacé par ce froid qui précède l'exécution. Les deux hommes en noir verrouillèrent la porte. Avancèrent. Lentement. Méthodiquement. Comme des loups approchant deux proies épuisées. Emmanuel sentit ses jambes trembler. David murmura. « Frère, on doit courir. » Samuel leva la main, prêt à donner l'ordre. Le rituel avait cessé d'être un marché. C'était devenu une chasse. Dans un réflexe désespéré,
Emmanuel attrapa David. Ils foncèrent vers la fenêtre. Les hommes en noir bondirent, Samuel hurla, mais les garçons brisèrent la vitre et plongèrent dans le vide. La chute fut violente. Ils se relevèrent comme deux animaux blessés et s'enfuirent dans la nuit de Lagos, haletants, désorientés, vivant par miracle. Le lendemain, leur compte bancaire était vidé. Leur appartement, sous surveillance. Toute leur protection effacée. Et devant la porte d'une chambre d'hôtel où ils s'étaient cachés, une enveloppe noire les attendait. À l'intérieur, une phrase écrite en rouge. On ne refuse pas le dernier rituel. Les jours qui suivirent la fuite furent une lente agonie. Pas seulement la faim, la fatigue, ou la peur. Mais une douleur intérieure, incompréhensible, comme si quelque chose arrachait leur énergie morceau par morceau. Emmanuel se pliait parfois en deux, frappé par une sensation de vide dévorant. David sentait des frissons violents, son cœur battant trop vite, trop fort, comme s'il essayait de fuir de l'intérieur. Chaque nuit, des murmures. Chaque soir, des silhouettes indistinctes. Et toujours, l'impression que Samuel marchait quelque part derrière eux. Le rituel les punissait. Les effaçait. Comme s'ils n'auraient jamais dû exister. Une nuit, sous la pluie lourde d'un quartier abandonné, David s'endormit le premier. Emmanuel resta éveillé, trop nerveux pour fermer les yeux. Puis il finit par sombrer aussi. Quand il se réveilla, le lit en face du sien était vide. Pas un bruit. Pas un signe de lutte. Seulement l'oreiller encore tiède. La porte n'avait pas bougé. La fenêtre était fermée. David avait disparu? Comme absorbé hors du monde. Emmanuel appela son nom encore et encore, sa voix se brisant un peu plus à chaque tentative. Il sut alors ce que signifiait l'enveloppe noire. Le cercle ne pardonne jamais. La veille de s'effondrer totalement, Emmanuel trouva refuge dans un centre d'accueil délabré à Ibadan. C'est là que Caleb entra, un journaliste indépendant connu pour enquêter sur les réseaux occultes du pays. Il repéra immédiatement Emmanuel, amaigri, tremblant, les yeux perdus entre vie et ombre. « Je suis venu t'écouter », dit-il doucement. Une phrase que personne n'avait prononcée depuis des mois. Emmanuel sentit une larme glisser sans qu'il s'en rende compte. Dans une pièce éclairée par une ampoule tremblante, il raconta tout. Le pacte. Jonathan. Samuel. Les nuits. La chute. Et la disparition de David. Caleb écouta en silence, bouleversé. Quand Emmanuel eut terminé son récit, Caleb resta immobile longtemps. « Pourquoi me dire tout ça ?» demanda-t-il. Emmanuel baissa la tête. « Parce que si je me tais, je deviens complice. Et si je disparais, quelqu'un doit savoir. » Caleb hocha lentement la tête. Il promit d'écrire. De prévenir. De documenter. Mais au moment de partir, quelque chose glissa sous la porte. Une petite boîte noire. À l'intérieur. Une perruque blonde coupée, un téléphone crypté brisé, et un seul message dans le bloc-notes allumé. On ne nous a jamais laissé partir. Caleb sentit son sang se glacer. Caleb publia son reportage sous un nom anonyme. L'histoire se répandit dans Lagos comme un incendie nocturne. On disait que les deux garçons erraient encore dans certains quartiers, apparaissant dans les vitrines fermées, traversant les routes désertes à l'aube. On racontait que David marchait devant, et qu'Emmanuel le suivait, incapable de le rejoindre. Les chauffeurs de taxi juraient les avoir vus. Les gardiens de nuit entendaient pleurer derrière les murs. Personne n'utilisait leur vrai nom. On les appelait simplement les fantômes de Lagos. Une légende. Un avertissement. Une vérité que personne n'ose questionner. Car seul le silence survit au cercle. À 25 ans, Emmanuel n'était plus vraiment un homme, et David n'était plus vraiment un souvenir. Ils étaient devenus quelque chose d'indéfinissable, la conséquence d'un choix fait trop tôt, dans un monde trop dur, sous une lumière trop trompeuse. Leur histoire ne s'arrête pas avec leur disparition. Elle commence là où la ville se tait. Car ce récit n'a jamais été seulement à propos d'eux. Il parle de la faim qui dévore les pauvres, de l'espoir qui se transforme en obsession, et de cette tentation qui frappe souvent ceux que la vie a le plus brisés. Emmanuel et David étaient nés au mauvais endroit,
dans un quartier où les enfants apprennent très vite que les rêves coûtent plus cher que la nourriture. Alors quand une main s'est tendue vers eux, ils l'ont saisie. Non par avidité, non par immoralité, mais par désespoir. C'est cela que beaucoup oublient. Les pactes les plus dangereux ne séduisent jamais les forts. Ils séduisent ceux qui n'ont plus rien. Le cercle n'a pas détruit 2 garçons. Il a détruit 2 enfants qui voulaient seulement respirer un autre air que celui de la misère. Leur chute est un miroir tendu à tous les jeunes qu'on laisse dériver sans soutien, convaincus que la réussite n'existe qu'en trichant, en brûlant les étapes ou en vendant une partie de soi que l'on croyait inattaquable. Emmanuel a tenté de témoigner pour que d'autres n'entrent jamais dans ces couloirs sans retour. David, lui, s'est dissous dans l'ombre comme disparaissent ceux qui n'ont jamais eu la chance d'être protégés. Leur nom réel s'est effacé, mais la rumeur, elle, continue de vivre. On les appelle les fantômes de Lagos, pas parce qu'ils hantent la ville, mais parce que la ville les a oubliés avant même de les perdre. La morale est simple, douloureuse, mais nécessaire. Tout ce qui brille n'est pas destiné aux mains affamées. Certaines richesses coûtent la paix, d'autres coûtent l'âme. Et parfois, survivre est déjà un miracle bien plus grand que devenir riche. Leur histoire, aujourd'hui encore, sert de prière silencieuse. Ne choisis jamais une route dont tu ne comprends pas le prix.